Bonjour ou bonsoir selon vos localités. Je suis Prosper Dessous, l'Africain qui vit à Abidjan, au Gabon, en Algérie, en Afrique du Sud, au Rwanda, au Sénégal, en Guinée. Je suis africain. Sur cette chaîne, votre chaîne, je vais m'évertuer à vous présenter mon vécu, mais également les connaissances acquises, car je crois sincèrement que le partage, en tout cas ce partage, éprouvé, mis en pratique, recherché, va nous permettre, nous aussi Africains, de dire que nous allons faire partie des nations qui prospèrent. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'Ethereum. Alors, avant l'Ethereum, on va juste faire une petite division concernant le Bitcoin. Alors, comme vous le savez, repetition is the father of learning. La répétition est pédagogique. Alors, le plus on va répéter, certainement, le plus on aura beaucoup plus d'aptitude à ancrer, donc, des informations. 3, Alors, comme 2, vous le savez, aujourd'hui, l'Ethereum est la deuxième, en tout cas, crypto-monnaie la plus importante au moment où l'on parle. Il faut dire que l'Ethereum donc, veut aller un peu plus loin que donc, les bitcoins. Concrètement, on va faire simple pour que tout le monde comprenne. Ce que moi je retiens aujourd'hui des bitcoins, c'est 4 éléments. Les bitcoins sont des monnaies virtuelles. Les bitcoins utilisent la technologie blockchain. Les bitcoins sont décentralisés. Les bitcoins, c'est une monnaie, mais c'est une monnaie d'échange qui va permettre de faire des transactions. D'accord? 4 éléments que je retiens de la Bitcoin, compte tenu des autres considérations, cryptographie, cryptographie asymétrique, les cypherpunks, tout ce que l'on connaît. Alors, partant de cela, l'Ethereum veut aller un peu plus loin. L'Ethereum ne veut plus se contenter de ces petits, en tout cas de cette grande avancée. L'Ethereum veut faire un peu plus. L'Ethereum va mettre en place ce qu'on appelle principalement des smart contracts. Comment ça se passe? Alors, les développeurs, par exemple, comme vous le savez aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on utilise des applications directement sur notre smartphone. Alors, les développeurs, au lieu qu'ils aient des serveurs, ou bien au lieu qu'ils déposent, ou bien qu'ils connectent leurs applications à des serveurs, ces applications-là seront directement déposées dans Ethereum. D'accord? D'où les smart contracts. Donc, deux fonctionnalités d'Ethereum, c'est déjà la monnaie virtuelle, Ether, plus ce qu'on appelle les smart contracts. Alors, fondamentalement, ce qui est très important qu'il faut que l'on comprenne, c'est quand tu utilises les smart contracts, quand tu demandes un service dans Ethereum, dans la plateforme Ethereum, c'est payant. Et ce que tu payes là, on appelle ça gaz. G-A-S, c'est le gaz. Concrètement, le gaz, l'exemple que je peux te donner, je veux t'envoyer de l'argent. Alors, quelle que soit la plateforme, si je t'envoie de l'argent, le fait d'utiliser cette plateforme-là, je vais devoir au moins payer. Que ce soit sur PayPal, que ce soit les comptes bancaires, que ce soit sur le mobile money, il y a des frais que justement l'opérateur ou bien les structures qui organisent ces opérations prennent. C'est ça le gaz. Et le gaz a été en tout cas, a coûté très cher de 2017 à 2018 parce que ça a été l'époque où il y avait les ICO. On parlait des ICO. Alors le gaz, je pense que maintenant tu as compris, c'est ça en fait fondamentalement le gaz. Ce gaz est fixé par rapport très simplement à la loi de l'offre et de la demande. Il n'y a pas un prix fixe. Il n'y a pas un prix fixe et cela vous permet donc de pouvoir appréhender comment le gaz pourrait être donc amené à être très cher si justement la demande était beaucoup plus forte que l'offre. Alors, concrètement, Ethereum, comment il marche? Bitcoin, c'est ce qu'on appelle proof of work, la preuve de travail. Proof of work. Alors, pour Ethereum, Ethereum va tendre vers ce qu'on appelle proof of stake. D'accord? Proof of stake. La preuve de l'enjeu. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour que tu sois mineur, en tout cas pour que tu puisses valider des opérations, contrôler le réseau Ethereum et aussi miner de l'Ether, il va falloir participer. Ça veut dire, tu dois avoir hold, tu dois avoir au moins 32 Ethers, au minimum 32 Ethers dans la blockchain Ethereum pour pouvoir prétendre miner ou valider les opérations. Concrètement, ce que ça veut dire, Ethereum pense que la proof of work ne sera pas suffisante pour valider toutes ces opérations.
Dites-vous bien qu'on a 21 000 bitcoins et il faut 10 minutes, un battement de 10 minutes pour valider les opérations. Ethereum est différent. Aujourd'hui, Ethereum, en une seconde ou bien une fraction de seconde, tu peux valider des opérations. Qu'est-ce qui est permis? C'est justement ces mineurs qui sont sur le réseau Ethereum, mais aussi la séparation et le dispatching des tâches qu'on appelle le sharding. Le sharding est cette faculté qu'a justement la blockchain Ethereum à dispatcher les tâches et à ne pas rendre les tâches répétitives. Je vous donne un exemple. Dans le proof of work, prenons un exemple. Alors, tu as, je sais pas, tu as deux femmes de ménage ou bien 3 femmes de ménage chez toi. Alors, ces femmes de ménage, répétitivement, font toutes les mêmes tâches. D'accord? Une rentre dans le salon et dès que la première est sortie du salon, la deuxième rentre dans le salon. Il n'y a pas, c'est un exemple. Il n'y a pas un réel dispatching des tâches qui voudrait que, bon, tu t'occupes de la cuisine, moi je m'occupe de la chambre des enfants, toi tu t'occupes de la femme, de la chambre de l'homme de chef de famille. D'accord? Alors, le sharding va dire, alors, justement, tu ne vas faire que la cuisine. Donc, il n'y aura pas une répétition des tâches. Tu ne vas faire que le couloir ou bien le hall, donc il n'y aura pas une répétition des tâches. Tu ne feras que le salon, contrairement au work of proof. Là, on a un gain de temps, mais aussi un gain d'énergie. Parce qu'il n'est plus question, justement, qu'on puisse utiliser beaucoup d'énergie pour créer la monnaie. D'où, j'avoue, l'intelligence, ou bien en tout cas, le génie de Buterin et de ses acolytes. Alors, à force de pratiquer une chose, tu commences à comprendre la bête et tu fais ce qu'il y a de mieux pour justement cette histoire. Parce qu'il y a une dimension philanthropique des bitcoins, des crypto-monnaies, des Ethereum, tout ce que vous voulez. L'aspect utilisation décentralisée est extrêmement important. Alors, ce qui se passe donc avec l'Ethereum, c'est exactement ça. Le proof of stake. Et donc, dans ça, on a progressivement, vous allez me dire que oui, donc, ceux qui auront beaucoup plus d'Ethereum vont pouvoir juste uniquement valider sur le réseau. Effectivement, oui, mais ça va nous permettre justement de diminuer l'utilisation d'énergie. Parce qu'il n'est plus une question de plusieurs utilisateurs, mais d'utilisateurs dédiés qui seront sur le réseau. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça engage l'utilisateur qui détient ces cryptos à pouvoir également donc sécuriser ou bien s'occuper du réseau. Je donne un exemple là, concrètement. Une entreprise, tu as disons 25% de l'entreprise, de part d'entreprise, de l'entreprise. Mais concrètement, tu ne vas pas vouloir que cette entreprise tombe en faillite. C'est exactement la même chose avec le proof of stake. Ça veut dire, tu as 5%, tu vas tout faire pour t'occuper de ces 5%. Par exemple, 5%, disons, représente 32 000 Ethers. 32 000 Ethers parce que tu auras par exemple 1000 validateurs. Alors, c'est ton rôle à toi de t'occuper de ces 1000 validateurs par rapport à X opération. Et libre à toi également, si une opération, tu vois qu'elle n'est pas trop demandée ou bien elle n'a pas une forte rémunération, de décliner. D'accord? Je ne sais pas jusque-là si on se comprend. Alors, vous pouvez continuer vos recherches. Je vais même vous mettre des liens. Parce que moi, je crois que la blockchain c'est un grand tournant. Je connais l'état du continent. J'appréhende une certaine mentalité. Mais je sais absolument qu'il faut qu'on soit à jour dans n'importe quelle technologie sur la planète qui effectivement pourrait permettre à des populations, quelle qu'elle soit, de pouvoir prospérer. Alors, l'Ethereum, selon moi, et comme vous l'avez compris, va bouleverser beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, tu as un souci avec ton assureur. Si demain l'assureur met son application sur Ethereum, parce que justement beaucoup de clients l'auraient demandé, tu mettras beaucoup moins de temps à pouvoir régler justement ta transaction avec ton assureur. Un autre exemple, un billet d'avion, tu décommandes ou bien tu annules ton vol, ou bien en tout cas il y a un souci sur le vol. Alors ta compagnie sera plus à même de te payer assez rapidement parce que justement grâce à la technologie Ethereum. Comme vous le savez également, il y a dans certains pays beaucoup d'utilisateurs ont
des utilisations Uber. Donc, grâce à Ethereum, par exemple, tu ne seras pas obligé justement de passer par Uber, qui est l'intermédiaire. Mais si justement il y a une application qui est directement mise sur le réseau Ethereum, pour ce qui est de l'utilisation d'Uber, par exemple, tu pourras directement traiter avec le taximan. Ce sont des exemples. Alors, pour ne citer que cela. Alors, concrètement, ce que je retiens de l'Ethereum, on va créer ce qu'on appelle la scalabilité, la capacité à faire grandir le réseau. Ethereum va un peu plus loin que Bitcoin. Bitcoin n'est qu'une monnaie. Ethereum fait un peu tout. Tout. L'essentiel qu'il y ait des smart contracts, l'essentiel qu'il y ait des validations, l'essentiel justement qu'il y ait deux parties où effectivement on n'aura pas un souci d'intermédiation ou d'intermédiaire. Donc d'où intervient la DeFi. La DeFi, on va essayer de le développer dans un autre point parce que là également il y a beaucoup d'informations. En gros, retenez les ICO. Les ICO, c'est ce qu'on appelle les levées de fonds sur la plateforme Ethereum. En 2017, on a eu beaucoup de levées de fonds de centaines et des centaines de milliards. C'est de l'argent qui est réellement disponible et beaucoup de startups en ont bénéficié. Les ICO, c'est Initial Coin Offered. Ça veut tout simplement dire quand il y a une levée de fonds, toi par exemple, tu peux acheter des jetons pour, disons, un casino qui sera fait alors que tu n'as pas encore vu le casino. C'est complètement ce que ça veut dire. Alors, tu n'as pas encore vu l'entreprise, achète des jetons pour pouvoir potentiellement jouer ou bien en tout cas utiliser ces jetons. C'est ça à peu près les ICO. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il y a un aspect plus ou moins légal ou en tout cas où la législature n'intervient pas trop parce que c'est un domaine très neuf et les gens, beaucoup ne comprennent pas. Et dans ce flou, sincèrement, il y a du n'importe quoi. Il y a le beau comme le vilain, le vrai comme le faux. Donc, il faut faire attention. C'est utile, c'est comme Internet à ses débuts, c'est très utile. Ça va changer notre quotidien. Cependant, il faut faire très attention. Il faut se documenter, comprendre. On ne peut pas ne pas se documenter sur ça parce que c'est demain, c'est bientôt demain et il faut comprendre comment ça se passe. Les ICO. Alors, la DeFi également, c'est comme vous l'avez compris, la finance décentralisée. Ça également, c'est un autre phénomène. C'est-à-dire, traditionnellement, tu allais en banque pour faire des prêts, tu allais en banque pour faire des opérations. Aujourd'hui, avec la blockchain Ethereum, tu n'auras plus besoin d'aller en banque pour faire ces opérations. D'accord? Tu te connectes sur la blockchain par rapport à un service dédié, ou bien en tout cas par rapport à un outil spécifique, et tu peux, des personnes connues qui ont des pseudonymes. Pseudonyme, ça veut dire, tu t'appelles Abdoulaye, mais sur le réseau blockchain, certainement, tu seras Lai, disons, ou bien Lai 20. Ton identité pourrait ne pas être montrée si tu ne le souhaites pas, d'accord? Mais tu pourras, en toute transparence, tout le monde pourra voir que Lai 20 a, disons, 20 000 Ethereum, par exemple. Moussa 12 a 10 000, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que c'est de l'open source, c'est visible. Alors donc là, il n'est pas question qu'il y ait une banque quelque part, ou bien une banque centrale qui va battre de la monnaie à tout va sans pour autant consulter les autres. Non. D'accord? Il y aura un contrôle sur le réseau et justement, grâce à la technologie, chacun pourra savoir identifier c'est quoi la quantité de monnaie, combien d'Ethereum il existe sur le réseau. Alors, je vais m'en arrêter aujourd'hui là pour ne pas tirer en longueur parce que certainement on va se perdre. On va faire d'autres séances concernant la DeFi. Si cette vidéo t'a plu, ou bien en tout cas si tu penses que c'est un format qu'il faut que l'on continue, dis-le-moi en commentaire. D'accord? Si tu souhaites également que l'on fasse d'autres vidéos sur la blockchain et la DeFi, ou en tout cas tout ce qui concerne la blockchain, dis-le-moi également en commentaire. Ce sera un réel plaisir. Merci beaucoup. Ciao, 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 ciao. Oh. Bonus. La cerise sur le gâteau. Alors aujourd'hui, il y aura une cerise sur le gâteau. Alors, aujourd'hui, je vais vous offrir why not? Je pensais à Elon Musk parce que justement, vous savez, Elon Musk, c'est un phénomène. C'est une bête d'entrepreneur. Il est très bon. Alors j'ai, en fait, Tesla, Elon Musk n'est pas le père fondateur de Tesla, comme dans ses autres activités.
Alors, pour PayPal, il était pratiquement l'un des pères fondateurs avec Zip2, comme tu sais. Alors, Zip2, qui est devenu après XCOM, a jeté les bases de la création de PayPal. Un peu SpaceX, on connaît un peu, c'est lui qui a été justement le fer de lance. Parce que justement, quand on lançait donc les fusées, on n'arrivait pas à les récupérer. Il a tout fait pour que les fusées atterrissent calmement. D'accord? Alors, je lisais un de ces documents, il dit, lui, il lit, mais bon, puisqu'il voyage beaucoup, très souvent, il lit sur son smartphone. Il dit que c'est petit, mais c'est comme ça qu'il lit, quoi. Il voyage avec. Alors, ce que je voulais te dire sur Elon Musk, justement, comme pour SpaceX et donc PayPal, pour Tesla, c'était différent. Tesla a été le bébé de deux ingénieurs avant Elon Musk. Alors, Elon Musk a été justement, je vais dire assez fin, mais puisqu'il a un charisme, puisque lui, il se met tout le temps au devant de la scène, il est rentré dans le capital et au finish, il a viré les deux ingénieurs. D'accord? Alors, la petite histoire de Nikola Tesla, c'est un brillant ingénieur, d'accord, de l'Europe de l'Est et qui a immigré aux États-Unis, qui a longtemps été exploité par Edison, le fameux Edison, Thomas Edison. Alors, beaucoup de travaux, en tout cas beaucoup de découvertes qu'on connaît aujourd'hui, ont été le génie de Nikola Tesla. C'est bien après qu'on va s'en rendre compte. Alors, Tesla, le nom du véhicule, justement, la technologie ou bien l'aérodynamisme qui fait fonctionner ces véhicules, c'est tout simplement l'intelligence de Tesla. C'est des travaux qu'il avait déjà fait. Il était en avance sur son temps. Et Elon Musk les a récupérés, il les a mis en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Loin de là, je n'ai pas dit ça. Il est très, très bon. Je voulais tout simplement que vous sachiez exactement qui est derrière le nom Tesla. C'est Nikola Tesla. Et malheureusement, il est mort extrêmement pauvre. Il est mort pauvre parce qu'il a été exploité durant toute sa carrière. Et ça, je l'ai connu et j'ai vérifié. Je l'ai vérifié grâce à Robert Greene. D'accord? Chers amis, je vais m'arrêter là et je vous souhaite de passer une excellente nuit. Peace out.